bon, le titre entre théorie et réalité, je pense que le problème du Wallant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de théorie. C'est beaucoup de pratiques et de pratiques chirurgicales. Donc c'est ça qu'on va discuter. J'ai pas de lien d'intérêt particulier. L'année dernière, Luc Mercadal, il a pris sa retraite. Il m'a dit, tu sais, à la SFAR, on dit toujours qu'il y a 4 blocs à maîtriser, les blocs de base. Il faut que tu dises aujourd'hui qu'il faut imposer le Wallant parce que c'est le truc qu'il faut faire en plus. C'est important de pouvoir le maîtriser parce que ça va pouvoir sortir d'affaire. Même les internes à l'hôpital, la nuit, tout ça, c'est une bonne chose. Bon, à méditer. Si on parle de chirurgie de la main, parce que ça va être, on va centrer le Wallant sur la chirurgie de la main, parce qu'effectivement après c'est infini vu la technique. Les gold standards, c'est le bloc axillaire, ça c'est sûr, ça marche. Ce qui se fait de plus en plus, c'est les blocs tronculaires, de plus en plus distaux, qui permettent finalement d'avoir un meilleur état fonctionnel, donc optimiser un peu le parcours patient, avec des gens qui n'auront pas une impotence absolue du membre. Et donc du coup, ce qu'on va discuter, c'est pourquoi pas faire encore plus distal finalement, et de voir avec des blocs encore plus distaux au niveau des doigts, quand on fait de la chirurgie des doigts, ou du Wallant. Alors Wallant, c'est un acronyme, c'est anglais, ça vient du Canada. Alors, je pense qu'on répond, enfin je répète ça tout le temps, mais je pense que tout le monde la connaître maintenant. C'est Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet. Donc c'est une anesthésie locale de gens très réveillés qui permettent des chirurgies sans garrot. Parce que ça a été donc la promotion par des Canadiens qui mettaient, qui comparaient ça finalement à de l'anesthésie générale. Donc on est un petit peu hors sujet par rapport à notre pratique française et même européenne, mais bon, voilà. Donc l'acronyme est là, ça permet de savoir de quoi on parle. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une infiltration très locale. Alors chez nous, c'est éco-guidé, c'est ce dont j'essaye de faire la promotion pour améliorer un peu la technique, d'un anesthésique local adrénaliné, épique et tamponné. Alors ça, c'était des choses qui étaient connues. Les chirurgiens plasticiens le font depuis très longtemps. De mettre de l'adrénaline et un peu de bicard dans leur local, ça fait que c'est mieux toléré et qu'on a une bonne hémostase. Donc qu'est-ce qu'on a du coup ? Un bloc sensitif et hémostatique, et avec pas ou peu de blocs moteurs selon l'endroit où on le réalise. Le promoteur, c'est Donald Lalonde, c'est un chirurgien de la main, plasticien chirurgien de la main, canadien, qui travaille dans le Nouveau-Brunswick, donc c'est l'est du Canada, pardon, dans une zone, en fait, c'est parti que c'était un désert médical et qu'ils n'arrivaient pas à réaliser leur chirurgie parce qu'ils n'avaient pas d'anesthésiste. Donc, ils ont développé des techniques d'infiltration à l'aveugle pour pouvoir réaliser des chirurgies de la main dans des conditions assez simples et avec des prérogatives financières différentes de chez nous, donc un coût plus maîtrisé, parce que finalement, il n'y avait pas d'anesthésiste. Donc en fait, ils font la promotion de ça, de dire que finalement, c'est moins cher que quand il y a l'anesthésiste, et ça permet de le faire plus facilement. Il y a un côté com énorme, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais enfin bon, ils inondent les réseaux sociaux en permanence. Donc ça permet, enfin voilà, ça fait discuter finalement du bien fondé de tout ça. Pour autant, c'est pas parce que c'est une idée de chirurgien que c'est une mauvaise idée. Parce que vous allez voir qu'en fait, c'est plutôt intéressant, que nos techniques d'ALR, si elles sont très abouties, elles sont vraiment pas parfaites. Et puis que le truc très malin quand même dans l'histoire, c'est qu'on se passe du garrot. Et que le garrot, même avec une bonne ALR, c'est souvent un problème. Que nous, ça ne nous empêche pas de l'associer à d'autres choses qu'on sait faire. Et puis que c'est peut-être aussi un moyen, dans cet effet de mode et de communication autour de ces techniques réalisées par les chirurgiens, de ne pas complètement perdre cette activité, qui est quand même une activité intéressante. Si on veut discuter, finalement, le gold standard, c'est le bloc axillaire. Tout le monde est persuadé de le faire très très bien. En pratique, c'est pas 100% de réussite. On sait qu'à peu près, c'est 90 à 95% au mieux de succès. C'est-à-dire, le succès réel, c'est que j'ai réussi à faire toute ma chirurgie sans besoin d'une sédation complémentaire, que ce soit par un défaut au niveau du site chirurgical ou une mauvaise tolérance du garrot. Donc c'est pas rien. C'est pas toujours un succès. Le garrot, c'est un vrai problème. Et moi, c'est ce qui me motive le plus dans le fait de faire de la Wallant. J'ai repris ce papier qui est de l'Ouest, c'était Jean-Pierre Estèbe à Rennes, qui s'était intéressé sur des volontaires sains, à comparer deux niveaux de pression de garrot pour voir un petit peu la tolérance.
Ce qui m'avait intéressé dans ce papier, c'est de se dire que finalement, tous les volontaires sains avaient trouvé que c'était douloureux. Donc, bon, ils n'avaient pas de bloc axillaire. Et surtout, c'était la sémantique de tout ce qui décrivent ces volontaires sains quand on leur gonfle le garrot et qu'on le dégonfle. Et c'est que des sensations qui sont quand même relativement inconfortables, impression, picotement. Après, ça s'endort finalement quand on laisse le garrot gonfler. Ça paralyse. Et puis quand on lâche, on est soulagé transitoirement. Et puis derrière, il y a d'autres phénomènes qui s'installent, la chaleur, brûlure, les chatouilles. Et puis des fois, une douleur lancinante qui pouvait durer un petit peu, c'est plus de 15 minutes. Si je ne fais pas assez bien avec mon bloc axillaire, peut-être que je peux faire mieux avec un bloc un petit peu plus proximal, un bloc infraclaviculaire. En fait, ça ne change rien. On aura la même tolérance du garrot. Je me dis, le garrot, c'est un problème, je vais le mettre ailleurs. Il est à l'avant-bras plutôt qu'au bras. C'est pareil. Il y a peut-être, et ça, il y a plusieurs papiers là-dessus, de toute façon, un intérêt à limiter les durées de garrot, parce que c'est probablement un élément assez important. Alors, on peut améliorer son bloc axillaire. Je sais que moi, j'ai beaucoup amélioré mes blocs axillaires quand j'avais discuté de ça avec Denis Jochum. Là, c'est d'aller bloquer les nerfs, d'aller chercher à bloquer spécifiquement les nerfs cutanés médial du bras et de l'avant-bras et le nerf intercosto-brachial. On améliore effectivement la tolérance du garrot. Alors, partout, et avec les simplifications des procédures, beaucoup se sont mis à faire des blocs distaux, donc du coup du médian radial et ulnaire en dessous du coude. Le souci de ces choses-là, et on va voir après, c'est que globalement, alors ça marche pour la chirurgie des doigts, alors on va voir pourquoi ça ne marche pas toujours, mais que c'est quand même quelque chose d'assez inconfortable, déjà dans la réalisation pour les patients, parce que c'est des ponctions multiples, et quand on les réinterroge à distance, alors sur le coup, c'est comme toujours, j'ai entendu plein de topos comme ça aujourd'hui, sur le coup, tout le monde est content, mais quand on réinterroge les gens un tout petit peu à distance, en fait, c'était un peu inconfortable d'avoir eu plusieurs ponctions. Alors évidemment, le garrot est un problème, même sur des gestes courts pour certaines personnes, parce que de toute façon, on n'aura pas d'anesthésie du garrot. Et puis qu'on a toujours le problème des défauts cutanés distaux. Alors là, il mettait en avant, dans ce papier-là, dans le territoire du musculo-cutané, qui est souvent un problème. Un petit truc intéressant, c'est de se dire que finalement, il n'y avait pas vraiment de bénéfice de la sédation et de l'EMLA pour améliorer le confort de la réalisation de ces ponctions. Alors ça, c'est un papier que j'ai trouvé hyper intéressant. Alors c'est encore des volontaires sains. C'est un peu le problème quand on veut démontrer quelque chose sur le Wallent, c'est qu'il n'y a pas grand-chose comme papier, mais finalement on fait les choses par le négatif. Si on reprend là sur des volontaires sains, à qui ils faisaient sur 3 jours consécutifs un bloc du nerf médian, un bloc du nerf ulnaire et un bloc du nerf radial. Et un neurologue notait, je ne sais pas si voilà, la zone cutanée qui était endormie sur ces volontaires après la réalisation ici du bloc du nerf médian. En fait, on se rend compte que c'est hyper variable, cette zone cutanée, et qui est souvent l'échec que vous connaissez tous, c'est l'échec à l'incision. En fait, souvent on réussit à faire l'intervention, mais à l'incision, on a un problème. Vous voyez que c'est hyper variable, et que typiquement sur ce volontaire sain, on n'a pas les doigts. Les 3 premiers doigts, ils sont même pas couverts. Et encore plus intéressant, si on superpose les 3 zones cutanées, donc médian, radial, ulnaire, le dernier jour, et bien là on retrouve sur la plaquette de droite, les zones grises sont les zones non couvertes du coup par aucun de ces 3 nerfs, donc c'est couvert par autre chose. Et là, on comprend pourquoi on a ces échecs, même si on fait les 3 nerfs à l'avant-bras, on aura des échecs cutanés, parce que finalement, ce sont des zones qui vont être prises en charge par d'autres nerfs. Et que c'est hyper variable quand vous regardez les différents volontaires. Donc ça, c'est des choses que tout le monde étudie depuis très longtemps. Donc il y a les problèmes des anastomoses entre le médian et le radial à différents niveaux. Qui peuvent expliquer tous ces échecs, qu'on peut du coup compenser, alors pas les échecs dont je parlais avant, mais d'autres échecs, en se disant que si je fais les 3 nerfs, a priori j'ai plus de chances que ça se passe mieux que si je me dis juste c'est sur les 3 premiers doigts, je vais juste me faire un médian et un radial et ça ira très bien. Alors le Wallent.
Le problème, c'est que c'est compliqué de le comparer aujourd'hui à l'ALR parce qu'il y a peu de données réellement représentatives. C'est un sujet assez récent, là, vous avez vu, j'ai fait un PubMed, c'est un PubMed de lundi, hein, quand on met Walland pour voir, donc vous voyez que c'est un sujet qui n'existait pas avant 2013, qui est très à la mode depuis 3-4 ans. Alors est-ce que ça s'essouffle? Je ne sais pas, on va voir, là 2023, on est qu'en septembre, donc on va voir s'il y a d'autres choses qui sortent. Et c'est beaucoup d'articles faits par des équipes chirurgicales. Il y a très peu de choses faites par des équipes soit mixtes, chirurgiens-anesthésistes, soit par les anesthésistes. Ils ont déjà sorti quand même des petites méta-analyses. Bon, l'ennui, c'est qu'il y a très peu d'études randomisées. Il y a des tas de biais, donc c'est très compliqué de savoir si c'est réellement, suffisamment bien fait pour qu'on puisse conclure quelque chose. Ce qui ressort quand même, c'est qu'a priori, les gens seraient plutôt moins douloureux. Bon, ça gagne pas de temps. Ça augmente un peu la satisfaction patient, probablement par une diminution de l'anxiété. Et ça, je pense que tous ceux qui ont eu des blocs plexiques ont probablement expérimenté cette anxiété là, du membre endormi ou qui ne bouge pas. Là, c'est probablement compliqué. Vous voyez l'étude qui est en bas, par exemple, c'est une étude, c'est réalisée à Nîmes, alors même s'il y a Philippe Cuvillon à la fin, c'est les chirurgiens qui ont fait cette étude tout seuls, parce que là-bas, ils réalisent leur chirurgie sous Walland sans les anesthésistes. Il y a une étude là qui est sortie cette année de l'équipe de Drouot, qui du coup est intéressante, parce que c'est la chose que je ne pouvais pas faire chez moi, qui était de comparer des blocs disto avec... Alors eux, ils font bloc disto plus Walland, ce qui est sûrement très bien, que nous, on ne fait pas. Bon, eux, ils ont montré qu'ils avaient pareil, une petite baisse de la douleur péropératoire. Ils avaient quand même de bonnes conditions chirurgicales, parce qu'on va voir après que le fait de mettre un garrot ou pas, des fois les chirurgiens sont plus ou moins à l'aise. Et puis une chose qu'on a remarqué chez nous aussi, c'est qu'il y avait moins d'hématomes post-opératoires. Donc c'est probablement l'effet adrénaline avec cette hémostase assez progressive finalement de la zone qui permet de limiter le nombre d'hématomes. Ça, j'avais trouvé ça intéressant parce que finalement, c'est en Amérique du Nord que ça se fait le plus. Et de voir un petit peu comment ça a évolué cette activité. Et aujourd'hui, vous voyez, ils sont passés de 14% à 60% des chirurgiens de la main à utiliser cette technique pour leurs interventions. Alors évidemment, c'est plus au Canada, mais c'est normal, ça vient de là. C'est plutôt les jeunes, et c'est ce qu'on remarque aussi en France, c'est les jeunes chirurgiens qui sont assez demandeurs. Globalement, ils font surtout les petits gestes. Alors c'est parce que c'est facile, mais c'est aussi les gestes les plus fréquents en chirurgie de la main, le canal carpien, le Dorsaux et les deux Kervin. Et ils ont identifié des tas de freins. Alors c'est le petit tableau qui est en bas à gauche là, qui sont exactement les freins qu'on connaît chez nous pour changer quoi. Finalement, c'est que moi j'ai l'habitude de faire avec le garrot, donc en fait ça m'embête de l'enlever. Que je suis content de ce que je fais, donc je vois pas pourquoi je changerais. Que j'ai peur que ce soit pas efficace, que le patient, finalement lui, peut-être qu'il voulait une autre technique. Donc en fait, c'est un petit peu toujours les mêmes histoires. Il y a même l'histoire de l'adrénaline dont on va parler après, en disant ça m'embête de mettre de l'adrénaline dans les mains. Donc en fait, si on parle Walland entre anesthésistes, il faut juste qu'on se dise que c'est pas une locale de chirurgien, mais qu'on peut le faire avec le chirurgien et que ça peut très très bien se passer. Alors comment on va faire ça ? Là, c'est alors c'est les recettes, parce que c'est souvent ce qu'on me demande. Chacun fait ce qu'il veut, mais bon, globalement, on pourra utiliser de la lidocaïne à 1%, qu'on divise par 2 avec du sérum Phi, et on rajoute un peu de bicard. Bon, du coup, on se retrouve avec de la lidocaïne à 5 mg par millilitre, avec un petit peu d'adrénaline dedans et qui est tamponnée. Bon, je vous ai remis en bas qu'il y a des recommandations de l'ASFA pour dire qu'on ne monte pas trop les doses. Bon, ça c'est quand on a envie de le faire à haut volume. Si on est co-guide, on n'a pas besoin de ces volumes-là. On va faire ça en salle d'ALR. Évidemment, c'est l'anesthésiste qui fait. Sur un patient, pour nous, qui est plutôt scopé, perfusé, comme d'habitude, on reste dans les conditions du décret. On ne va pas faire une opposition absolue, là, comme font les chirurgiens, de dire qu'on va mettre une sédation. On n'est pas obligé, on mettra si besoin. Il y a une histoire de délai quand même qui est importante, parce que si on veut vraiment avoir l'effet Garot hémostatique, chimique, il faut un certain temps. Autant l'anesthésie locale, elle marche très très vite, c'est de la lidocaïne. Autant l'effet Garot, ça met du temps à s'installer. Et puis on pourra le faire sortir très rapidement après.
On va éco-guider la réalisation de son geste. Ça permettra de mettre beaucoup moins de volume. On est plus précis dans sa façon d'infiltrer. Et puis on va éviter ce qui est à éviter, parce que c'est quand même, tant qu'à faire, plus intéressant de ne pas aller ponctionner les nerfs et les vaisseaux. Bon, l'adrénaline, même si aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un peu moins le problème que quand je commençais à en parler il y a 5 ans, on nous disait, bah oui, c'est les nécroses digitales. C'est un vrai problème. Bon, toutes ces nécroses, c'est essentiellement des vieux cas cliniques qui étaient avec des anesthésiques locaux qui étaient plus du tout ceux qu'on utilise, la cocaïne, la procaïne, qui étaient par eux-mêmes des vasoconstricteurs très puissants, qui avaient une acidité très importante. La procaïne, c'est un pH près de 2, donc je pense que ça avait une toxicité propre au-delà de l'adrénaline. Et puis il y a plein de grandes séries aujourd'hui qui sont plutôt rassurantes. Et puis là, on parlera de la nôtre après. Il n'y a pas vraiment de complications quand on respecte des conditions de réalisation. Et encore une fois, rechercher une vasoconstriction, c'est pas la nécrose, quoi. C'est une vasoconstriction qui va se lever. Il y a un antidote pour ceux que ça pourrait rassurer, c'est l'Oraverse. C'est bien connu des dentistes, ils utilisent ça pour leur chirurgie de gencive, parce qu'ils antagonisent en systématique après la réalisation de leur geste. Bon, c'est quelque chose qu'on avait commandé au début, qu'on n'a jamais utilisé, qu'on n'a pas racheté derrière. C'est pas pratique à manipuler, parce que c'est en carpule. On ne peut pas mettre ça dans des seringues. Enfin, c'est pas très simple. Il faut se limiter quand même un petit peu si on ne veut pas avoir de problème et se dire que finalement un terrain vasculaire extrêmement précaire, je ne vais pas aller m'amuser à trop infiltrer parce que finalement on va créer du volume et mettre de l'adrénaline dans des extrémités. Donc franchement, la chirurgie du bout des doigts, on évite sur les terrains vasculaires très précaires. Dans les pulpes, ça c'est vraiment important. Et dans les gaines défléchisseurs, quand on ne va pas les ouvrir ensuite comme dans une adite du putrin, parce que la pression monte énormément quand on ingeste dans une gaine de fléchisseur, et que probablement que la pression est un facteur ischémiant propre. En revanche, ce sera une vraie opportunité quand on a affaire à des patients qui ont soit un lymphodème, soit un cœur linéaire important sur le membre, comme ça on évite le garrot, une fistule. Quand ils ont un membre unique, c'est quand même fonctionnel, c'est intéressant parce que ils vont pouvoir s'en servir après. Donc c'est quand même intéressant pour la suite. Donc chez nous, voilà l'activité. Là, j'ai repris un petit peu jusqu'à fin 2022. On est à plus de 10 000 interventions réalisées sous Wallante. On n'a jamais eu de problème. Vous voyez que nous, les chirurgies sont variées parce que d'emblée, on s'est positionné comme ça. On les fait sur quasiment toute la chirurgie de la main. Voilà, pour finir, je vais juste vous montrer quelques petits films pour montrer des réalisations. Vous voyez, là, c'est le canal carpien. Donc la réalisation va être assez simple. On va commencer par aller chercher le nerf médian au poignet. Et dans un premier temps, sous écho, on va faire une infiltration sous-cutanée, là, qui va permettre d'aller récupérer, vous voyez, dans ce coin-là, il y a une petite branche nerveuse, qui est souvent, qui est une branche cutanée du musculocutané, et qui va être qui était une des raisons des échecs partiels à l'incision des chémocarpiens sous-tronculaires seuls. Dans un deuxième temps, on va les séparer. Ici, on a le ligament annulaire du carpe. Ici, on a le nerf médian. Ça n'avance plus. Et donc, on va les réinjecter là et séparer les deux. Voilà, c'est le grand malaise. Je ne vais pas vous montrer la suite. Hop, allez, c'est reparti. Alors, tac. Hop, alors je repasse sur le deuxième. Voilà, vous voyez, hop. On se met entre les deux et on sépare le nerf. Donc finalement, on va faire une sorte de petit bloc du nerf médian. C'est une sorte de tronculaire, même si ce n'est pas les faire chercher. Et ensuite, on va retourner sa sonde dans l'autre sens. On va centrer l'image sur le nerf médian ici. Et en dessous, on a les tendons de fléchisseurs, des fléchisseurs des doigts. Et on va les retrouver. Vous allez voir ici la zone qu'on a créée entre le ligament annulaire du carpe et le nerf médian en dessous. Et on va aller en fait infiltrer dans cette gaine, qui est ni plus ni moins que le geste que va faire le chirurgien quand ensuite il va sectionner ce ligament.
Donc on avance un petit peu et on va injecter en dessous de manière, vous allez voir l'image après, on fera descendre sa sonde dans la main sans forcément mobiliser l'aiguille. Et regardez l'anesthésique local aller jusqu'à l'arcade palmaire ici, qui est la limite de fin du canal carpien, c'est là où le chirurgien s'arrêtera. Et finalement, on aura fait exactement le même geste que lui avec notre anesthésique local, et ensuite il va refaire la même chose. Hop. Voilà, ça c'est la fin de l'injection pour regarder la distalité jusqu'à l'artère. Voilà, ça va permettre de faire des doigts à ressaut également. Donc là, on va placer sa sonde centrée sur le doigt, transversale par rapport au tendon fléchisseur, l'appareil fléchisseur qu'on retrouve ici, avec le fléchisseur superficiel et profond. On rentre notre aiguille et là, on va aller endormir les deux petits nerfs, donc qui sont les deux nerfs collatéraux, digitaux. On en profite pour infiltrer un petit peu en sous-cutané à ce niveau-là, qui sera l'endroit par lequel ils vont ouvrir finalement. Donc on a une hémostase locale. On fait l'autre côté et ça permettra de réaliser la chirurgie du doigt arceau avec un patient qui pourrait être d'ailleurs coopérant. Donc, vous voyez là ici, c'est avant l'intervention, pof, il a encore le ressaut. Et juste après l'intervention, alors là c'est une technique éco-guidée aussi à l'aiguille, il n'y a plus de ressaut immédiat. C'est excellent pour aller chercher aussi opérer un kyste synovial. Donc on fera exactement la même chose. Alors soit on fait un bloc digital avant si on a envie, mais finalement on n'en a pas besoin. Et on va juste faire une infiltration éco-guidée autour du kyste. En évitant, vous voyez, là tout à l'heure on voyait, ici, là il y a une petite artère qui battait. Donc on évitera les structures qui pourraient nous embêter. Vous voyez, c'est une autre approche. On va aller très local et on va finalement faire le même geste que le chirurgien, mais avec notre aiguille. Et après, ça donne ça, vous voyez, c'est tout blanc. Donc il va pouvoir aller inciser son truc et retirer le kyste. Nous, on met les prothèses trapézo-métacarpiennes comme ça, sous la même anesthésie. Alors ça, il faudrait que je vous montre un peu plus précisément, c'est un peu plus complexe, les zones à infiltrer. Mais on aura quelqu'un qui a un doigt parfaitement mobile. Et on va pouvoir lui positionner sa prothèse, c'est assez bluffant. Voilà, ça assure pas l'analgésie, donc nous on met systématiquement un petit cathéter radial pour la suite, parce que sinon on a une analgésie très imparfaite quand même avec cette technique-là. Voilà, pour le Dupuytren c'est quand même assez magique, parce qu'on va pouvoir du coup endormir juste la zone, et puis avoir une participation active du patient pendant l'intervention, et arrêter quand il étend le doigt suffisamment. Et puis voilà, là c'est plus pour jouer, mais bon, on s'est amusé à faire aussi même les fractures du poignet, et ça c'est assez bluffant, même avec des sujets âgés. Donc vous voyez là, il y a une petite plaque qui a été mise sur le radius. Bon, faut une bonne coopération du patient, parce qu'il y a quand même des vibrations, des choses comme ça, donc il faut quand même qu'il soit d'accord. Voilà, bon là c'est plus un peu anecdotique. Donc là le volant par ici c'est bien, il y a peu de blocs moteurs. C'est très fiable, extrêmement reproductible, et ça c'est ce que disent toutes les équipes qui s'y sont mises, c'est que finalement c'est quelque chose qui est facile et qui marche bien. On pourra avoir la coopération du patient et ça peut avoir un intérêt sur certaines chirurgies, de réparation tendineuse par exemple, et la prothèse trapézo-métacarpienne, parce que ça permet de la régler différemment, et souvent on a un meilleur résultat fonctionnel. On a un bloc sensitif qui est limité à la zone opérée, donc c'est toujours plus intéressant parce qu'il va pouvoir récupérer une autonomie supérieure. Et puis, on assure une hémostase locale. Voilà, et ça va vraiment vous aider à avoir des parcours encore plus simples et encore plus rapides en chirurgie de la main. Je vous remercie.